Et bonjour à toutes et à tous. Salut Gérard, comment vas-tu? Salut Robin, très bien et toi? Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien écoute, impeccable, en direct de Bordeaux. Donc n'hésitez pas directement à prendre possession du chat et nous dire d'où vous nous suivez. Je vois qu'on a une quinzaine de participants déjà. Alors le chat, que je vous explique un petit peu le fonctionnement de l'outil qu'on utilise avec Gérard pour vous faire la présentation aujourd'hui. Vous avez trois onglets. Vous avez Guillaume. Vous avez trois onglets. Donc, sur la droite de votre écran, vous avez un onglet chat dans lequel je vais vous mettre un petit message. Le but de la présentation aujourd'hui, c'est aussi pour vous permettre d'échanger entre vous. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat. Profitez-en. Et nous dire également d'où vous nous suivez. Toi, Gérard, tu nous suis de? Toulouse, pas loin de Bordeaux, un peu plus à l'est. Voilà, donc voilà, je suis ravi de partager cette heure avec vous tous. Hervé qui est de Nantes. Laetitia qui nous écrit de. Bonjour Hervé, bonjour Laetitia. Alors la présentation doit commencer à 11 heures. Je vois que les gens continuent à arriver. On va offrir 4-5 minutes aux retardataires. Oui, parce qu'on avait combien d'inscrits, Robin? On avait, On a 80 personnes qui se sont inscrites aujourd'hui. On est ravis parce qu'en fait, c'est une problématique. Alors, dites-nous s'il y en a qui ont suivi les autres webinars qu'on organise chez Hello Travaux. C'est un thème qu'on n'a jamais abordé. C'est simplement grâce à vos retours, les retours des participants des webinars précédents qui nous ont dit que ce serait un thème qui serait pas mal d'aborder. Et j'ai eu la chance de rencontrer Gérard, justement, qui est spécialiste en la matière. Donc, continuez à nous proposer des sujets que vous souhaitez aborder en tant que professionnel du bâtiment. Et au fil des rencontres, au gré des rencontres, j'espère qu'on sera amené à rencontrer d'autres experts comme Gérard sur des sujets auxquels vous êtes confrontés. Et donc aujourd'hui, on va parler des 7 secrets pour réussir la vente de son entreprise du BTP. Alors, on parle aujourd'hui de tout corps d'état. Donc, qu'est-ce que vous faites là en termes de métier parmi les participants? N'hésitez pas à le partager également dans le chat. Salut Clermont-Ferrand. salut Patrick, salut Jean-Pascal, Joël qui arrive. Ok, je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet en ce qui concerne l'outil. Je vous précise que vous allez tous recevoir un replay. Je précise parce que c'est souvent une question qui tombe. Donc à la fin de la présentation, vous recevrez par mail un lien avec le replay qu'on vous invite évidemment à partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Et pourquoi pas vous remettre une petite session avec Gérard et moi en différé. Vous avez un onglet questions. Juste à côté de l'onglet chat, vous avez un onglet questions. Je vous invite, pendant la présentation, ou même dès maintenant, à poser toutes les questions que nous aborderons avec Gérard après la présentation de Gérard. Donc, on va avoir une vingtaine, entre 20 et 30 minutes de présentation où Gérard fera le show. Et ensuite, on se gardera une trentaine de minutes pour répondre à toutes vos questions. Pour ceux qui ont des questions d'ordre un peu plus privé, je vais vous mettre également dans le chat les coordonnées de Gérard. Hop là. Voilà, je viens de vous poster ça dans le chat. Donc par mail, LinkedIn ou téléphone. Et donc n'hésitez pas à contacter directement Gérard si vous avez des questions plus spécifiques auxquelles on ne pourra pas répondre lors des 30 minutes qui y seront allouées. La troisième chose que vous avez sur l'outil, c'est l'onglet sondage. Alors, je ne l'ai pas précisé, on va commencer la présentation par un petit quiz, histoire un petit peu de casser la glace et de rentrer dans le vif du sujet avec un petit jeu, et puis pour tester un petit peu vos connaissances en la matière. Salut Nadine. Voilà, je vous ai à peu près expliqué comment fonctionnait l'outil, donc je pense qu'on va pouvoir démarrer et peut-être commencer Gérard par se présenter. Je vais prendre la main d'abord parce que ça va aller assez vite, surtout pour ceux qui ont déjà participé à des webinaires Hello Travaux. Donc je suis enchanté, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et je suis le directeur marketing d'Hello Travaux. Et chez Hello Travaux, on aide plus de 2000 entreprises du bâtiment, tout corps d'état confondu, sur toute la France,
à développer leur activité. Gérard, à toi la main. Ok, donc je renouvelle la bienvenue pour ce partage sur cette heure-là, sur ce sujet qui est un sujet à gros enjeux, à la fois pour les entreprises du bâtiment, où les sessions sont assez particulières par rapport à d'autres secteurs, pour le maintien des emplois, des économies, et puis c'est vraiment très spécifique. Donc, qui suis-je? Après avoir passé 14 ans au sein d'un groupe bancaire où je me suis occupé des entrepreneurs, au départ TPE, puis PME, j'ai décidé de lancer mon activité en 2003, donc je suis dans la 19e année d'accompagnement stratégique, financier, avec une vision humaine également, sur le pilotage des entreprises. 25% des entreprises que j'accompagne, entre 25 et 30 même, c'est du bâtiment. Et puis, je suis aussi organisme de formation et dans ce cadre-là, je forme des entrepreneurs, mais aussi des conseillers qui sont à leur compte ou des conseillers chambres de commerce, métiers, etc. Je crois qu'il y a près de 500 conseillers qui ont suivi cette formation, enfin une formation sur la cession de transmission d'entreprise. Et depuis 2 ans, j'accompagne aussi des entrepreneurs jusqu'à la transaction. C'est-à-dire que je suis membre de la société Actoria, sur le sud de la France, mais voilà, on est plusieurs consultants à s'occuper de sessions de transmission d'entreprise. Et donc aujourd'hui, je m'occupe à la fois de sessions de A à Z, non seulement la préparation, la valorisation, mais aussi la transaction. Et j'aide également des repreneurs à faire de la croissance externe ou à tout simplement reprendre des entreprises. Voilà si je fais une présentation brève. Merci Gérard, et donc je précise que voilà, Gérard a déjà accompagné des partenaires Hello Travaux dans le cadre de sessions d'entreprise, et c'est ce qui nous a amené à nous rencontrer. Exactement. Donc, je vais juste, je disais, les enjeux sont fondamentaux parce que figurez-vous que dans le bâtiment, en général, 2/3 des vendeurs sont déçus de la manière dont s'est passée la session. Beaucoup s'imaginaient un prix qui n'était pas le prix réel. Parfois, ils auraient pu vendre mieux, mais il n'y avait pas de préparation. Et un tiers sont tout simplement satisfaits. Et on va voir pourquoi on peut être satisfait d'une session. Il y a des étapes fondamentales pour y arriver. Et l'idée, c'est que vous soyez dans ce tiers-là et voir que ce tiers passe à presque 50% à un moment donné. Donc, c'est un peu la mission que j'ai pour faire en sorte que les entrepreneurs du bâtiment, notamment, arrivent à leurs objectifs lors d'une session. On va donc passer par le passage du quiz dont je vous ai parlé en introduction. Donc là, tout ça vous appète. Malheureusement, pas de millions d'euros à gagner. Simplement, vous serez le vainqueur du jour du grand quiz sur les 7 secrets pour réussir la vente de son entreprise du bâtiment. Et ça, vous pouvez le garder pour la postérité. On va passer donc directement à la première question. Donc là, je vous invite à aller dans l'onglet sondage. La question s'affiche également à l'écran avec 3 propositions. Vous avez toutes ces questions qui sont également dans l'onglet sondage. Si vous ne voyez pas les questions, dites-le moi dans le chat. Mais je pense que vous devez avoir accès directement aux questions, et donc il vous suffit chacun de cliquer sur la réponse qui vous semble la plus cohérente. Et donc on va commencer par: quel est l'âge moyen des cédants d'entreprise dans le bâtiment? Est-ce que c'est plus de 65 ans? Est-ce que c'est entre 55 et 65 ans? Ou est-ce que c'est moins de 55 ans? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors, est-ce que vous voyez bien? Là, je ne vois personne répondre. Est-ce que vous avez bien accès au sondage? Alors moi, je ne vous entends pas, hein. Je précise quand même pour ceux qui n'ont jamais utilisé l'outil. Alors, Valérie, je vous invite à aller dans l'onglet sondage directement, pas dans le chat. Il y a un petit onglet sondage. Ok, d'accord. Ok, donc là, je vois que ça fonctionne. Parfait.
Alors, donc, la bonne réponse était entre 55 et 65 ans. Et la plupart des personnes ont bien répondu. Gérard, est-ce que tu as un petit commentaire à faire à ce sujet? Oui, alors la réponse est effectivement entre 55 et 65. Il y a une quinzaine d'années, on était plutôt dans les plus de 65 et la moyenne d'âge a tendance à baisser pour des raisons qu'on va voir tout à l'heure. Donc, effectivement, on est dans ce créneau-là encore où les personnes commencent à songer à leur arrêt d'activité, à la retraite, etc. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est un point important. Ok. Deuxième question. À qui sont cédées les entreprises du bâtiment? Famille, employés ou externes? Pareil, je vous laisse une dizaine de secondes pour répondre. Voilà, on a une grosse montée en puissance de la famille. Ça fait plaisir dans le bâtiment, l'esprit de famille. Et la réponse est effectivement la famille. Mais je crois que les tendances sont en train d'évoluer, Gérard, non? Oui, alors là aussi, hein, on va trouver des vocations dans la filiation qui ont tendance à se diluer. Et c'est toute la difficulté d'ailleurs de la transmission des entreprises de bâtiment, où on voit souvent un nom et fils, et frères, etc. Et le côté famille, voilà, qui est toujours très important, a tendance à diminuer. Il est d'autant plus dilué que l'entreprise a une taille qui est plus importante en fait. Voilà. Mais même dans les petites entreprises de bâtiment, hein, ou en tout cas les plus petites, c'est vrai que ça devient compliqué de donner la vocation à ces enfants qui ont souvent l'image de leurs parents qui travaillent énormément sur des métiers physiques compliqués et ont l'image de l'entrepreneur qui s'use et parfois veulent aller sur d'autres métiers. Certains y reviennent. J'ai quelques exemples d'ailleurs d'enfants qui sont partis sur d'autres voies et qui y reviennent. Voilà. Mais la tendance est en train de se diluer. Ensuite, quelle est la valeur moyenne de la cession d'une entreprise du bâtiment? 500 000, 900 000, 1 300 000 euros. Ah, il y a une tendance. Ah, ça s'équilibre entre 500 000 et 900 000. Allez, il y a 16 votes, je vais abréger le suspense. Donc on parle bien de moyenne ici, hein, c'est ça Gérard? La moyenne est de 900 000. Voilà. Alors, en fait, la moyenne est de 900 000, comme d'ailleurs la moyenne de cession des entreprises de toutes sortes hein, en France. Par contre, l'écart type, donc l'écart type, c'est l'écart par rapport à la moyenne, est assez important. Et en fait, si on regarde plus précisément, il y a beaucoup plus d'entreprises qui se vendent au-delà, en deçà de 900 000 euros, d'accord? Mais la moyenne des montants, d'accord, c'est 900 000. Voilà, donc d'où l'hésitation peut-être sur 500 000, 900 000. Ça veut dire que la médiane qui donne le nombre où on va retrouver autant d'entreprises qui se vendent en dessous et autant d'entreprises au-dessus, est plutôt proche de 500, 600. Mais la moyenne à montant, on est sur 900 000. Ok, très intéressant. Voilà. Et enfin, la dernière question, quelle est la première motivation d'une cession? Est-ce que c'est la retraite? Est-ce que c'est un autre projet professionnel? Ou est-ce que c'est un ras-le-bol? Excusez-moi pour la coquille sur la présentation, pour le ras-le-bol. Ah oui, mais ouais. dans le sondage, c'est moi. Ça a été rectifié dans le sondage. Ok, bon, là, c'est un plébiscite pour la retraite. Hein. Ouais. Alors, effectivement, c'est toujours la retraite et de loin, mais là aussi, les choses évoluent. On est vraiment en pleine évolution hein, sur le marché de la cession-transmission d'entreprise. Les comportements évoluent. On va trouver de plus en plus de personnes qui vont se préoccuper de la cession avant la retraite. Et ça confirme ce que je disais sur la moyenne d'âge, en fait. Hein, c'est-à-dire que la moyenne d'âge a tendance à baisser sur la cession, parce qu'après une carrière bien remplie, au bout de 20 ans, pourquoi pas 30 ans, ou des gens qui ont racheté une entreprise il y a 10 ans, qui veulent la céder pour faire autre chose.
Donc, le ras-le-bol monte assez, surtout avec les crises qu'on a connues à la fois en 2008, qui a duré jusqu'en 2014, et cette crise-là qui n'impacte pas trop le bâtiment, en tout cas à ce jour, notamment pour les personnes qui travaillent pour le particulier. Mais ouais, le ras-le-bol, parce que c'est quand même des vies assez compliquées, comme l'entrepreneuriat d'ailleurs. Et après, d'autres qui ont d'autres projets pro, qui ont bien réussi et qui se disent maintenant, ben, je veux céder mon entreprise, ou alors vraiment la donner en gérance, et puis je vais aller sur de l'investissement et puis finalement faire autre chose de mon temps. Donc le côté retraite a tendance à diminuer et autres projets pro augmentent un peu et le ras-le-bol aussi a une progression. Voilà pour les commentaires. Voilà. Ok, Donc, merci pour la contextualisation. Maintenant, Gérard, je te laisse la parole pour partager donc les 7 secrets qui vont permettre à nos participants de réussir la vente de leur entreprise, que ce soit aujourd'hui, demain, dans 10 ans, peu importe. voilà, effectivement, donc on disait que les enjeux étaient assez conséquents. Hein. D'abord pour vous, pour ceux qui nous écoutent et qui souhaitent céder leur entreprise dans quelque temps. Les enjeux sont fondamentaux parce qu'il y a plusieurs clés à comprendre pour pouvoir optimiser la cession de son entreprise. Donc, le premier point, c'est s'y prendre en amont. C'est-à-dire que quand j'échange avec les conseillers, chambres de commerce, métiers que je forme et d'autres professionnels, on constate souvent que dans la majorité des cas, les personnes s'y prennent, on va dire, pas forcément en dernière minute, mais quelques mois avant. Et en fait, une entreprise, ça demande du temps pour se céder. Donc, d'abord, il y a 3 clés fortes. Il y a la préparation. Et dans la préparation, on va commencer par soi-même en tant que dirigeant, actionnaire d'une entreprise de bâtiment et se demander les motivations de la cession. Alors, on a vu effectivement 3 motivations principales. Il pourrait y en avoir d'autres. Hein. Il y a les causes de maladie, il y a les causes de changement de vie, etc. qui pourraient faire. Et surtout, se demander si on est prêt à lâcher. D'accord? Parce que si on n'est pas prêt à lâcher et qu'on se dit je vais vendre, en dernière minute, ce qu'on constate, c'est une rétractation. Et en fait, on se dit je n'ai pas prévu l'après, qu'est-ce que je vais devenir? Donc, se préparer soi-même, c'est le premier moteur pour aborder une cession d'entreprise. Le second moteur, c'est évidemment préparer l'entreprise. Et préparer l'entreprise, ça veut dire comment on va toiletter l'entreprise, si on peut dire ça comme ça. Donc, toiletter le bilan, donc il y a des techniques, faire en sorte que l'entreprise soit attractive. Et la pire des erreurs serait de se dire, bon, je vais céder mon entreprise, et puis finalement, je n'investis plus, et ça sera au repreneur de faire. Alors, c'est une grave erreur parce que, comme on ne maîtrise pas en combien de temps une entreprise peut se céder, en fait, le risque, c'est que l'entreprise amorce un déclin. Et je l'ai déjà vu de nombreuses fois où des personnes avaient l'image de l'entreprise d'il y a quelques années ou quelques mois. Et en étant en roue libre, surtout à l'époque où on est, l'entreprise va se dévaloriser. Et puis, donc ça, c'est effectivement très important. Et dans la préparation, c'est comprendre la valeur de son entreprise et se dire combien j'en veux. Et on va voir le juste à temps pour mener des actions pour booster la valorisation de l'entreprise, d'où l'utilité de se préparer et de préparer l'entreprise pour voir comment optimiser la valeur. Et parfois, ça peut être en 2 ans d'optimiser la valeur, de gagner 100 000, 200, 300, 400 000 euros par des actions simples qu'on va mettre en place. Et enfin, surtout dans les entreprises de bâtiment, dans les entreprises en général, mais dans les entreprises de bâtiment en particulier, le lien entre l'entreprise et le dirigeant est fort parce qu'on est dans la relation humaine avec ses collaborateurs, avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec son écosystème. Et derrière, c'est de rendre tout simplement indépendant l'entreprise du dirigeant. Donc, il y a 3 travaux à faire importants, se préparer soi-même, préparer l'entreprise et rendre l'entreprise indépendante du dirigeant pour que le repreneur puisse être totalement rassuré et être boosté par l'entreprise que vous souhaiterez vendre. Donc, on va passer au deuxième aspect. Donc, le deuxième aspect, la préparation va commencer par un diagnostic. D'accord? Donc, un diagnostic de son entreprise, on peut le faire soi-même. Bon, il y a des experts qui pourront le faire parce que, évidemment, c'est assez technique et il y a des aspects qu'il faut analyser pour entrer vraiment
au fond des choses pour analyser parfaitement les points forts, les points faibles de l'entreprise, et puis voir aussi comment se comporte l'environnement externe par rapport à l'entreprise. L'environnement externe, c'est quoi? L'environnement externe, c'est comment évoluent les marchés, quelles sont les décisions politiques qui vont impacter votre secteur, comment se situe l'économie globale. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a une poussée sur la hausse des matières premières, quel va être l'impact sur les marges. On a une économie très incertaine aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il va y avoir plus d'opportunités, plus de faiblesses, plus de menaces, pardon. Et puis, aussi, il peut y avoir des opportunités de reprise d'entreprise, même si on est dans l'idée de céder, parce que ça peut booster la valeur d'une boîte, mais tout s'analyse vraiment au cas par cas. Donc, avoir les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces, c'est vraiment important. Et dans les forces et faiblesses de l'entreprise, on va analyser la manière de communiquer, on va analyser la manière de faire son marketing, de gérer ses ressources humaines, de garantir la pérennité des savoir-faire dans l'entreprise, du lien clientèle, etc. Et bien entendu, des éléments financiers. Mais les éléments financiers, quand on prépare bien son entreprise et les professionnels qui peuvent vous aider à le faire, ne regarderont pas les chiffres en premier. C'est une erreur. Il faut analyser tout ce qui ne se voit pas. Et ça va nous conduire à la troisième clé. Ah, je crois qu'on a appuyé. Oui, pardon. Autant pour moi. Non, mais c'était très bien dans le tempo. Et donc, la troisième clé, ça va être valoriser son entreprise. Là, on va parler vraiment du résultat de l'analyse qu'on aura fait en amont. Et puis, j'attire votre œil sur un point extrêmement important et qui est rarement valorisé, c'est l'immatériel. L'immatériel, c'est quoi? L'immatériel, c'est ce qui ne se voit pas, tout simplement. Ce qui ne se voit pas, c'est la valeur intrinsèque que vous donnez à votre entreprise, vos savoir-faire. Ils sont où dans les bilans? On ne les voit pas. La valeur de votre équipe, c'est où dans les bilans? On ne les voit pas. Les avis clients, et vous pourrez voir, je peux vous amener à d'autres travaux, mais c'est fondamental. La valeur d'une entreprise, c'est ce que pensent de vous vos clients et leur capacité à vous recommander. Vos prescripteurs, vos clients, c'est l'indice de satisfaction de vos clients. Quand vous êtes sur des métiers récurrents et dans le bâtiment, il y a des métiers où on est dans le récurrent, quand on fait de l'entretien, quand on fait que ce soit de la toiture, que ce soit du chauffage, etc., ben, il y a du récurrent. Et ce récurrent, ben, plus on a une clientèle qui est satisfaite, plus ça va se viraliser. Et là, bon, peut-être que Robin pourra vous en parler tout à l'heure sur les outils et vos travaux, mais c'est assez puissant. Ensuite, dans l'immatériel, il y a c'est matérialiser le savoir-faire que vous avez, etc. Donc là, il y a vraiment des pistes de valorisation importantes que je vois très rarement dans les valorisations. Deuxième point, ce sont les méthodes. Alors, les méthodes, ça ne se fait pas en 5 minutes. Moi, je vois des gens qui font des méthodes de calcul, etc. Même certains professionnels. Il y a plusieurs méthodes qu'on va combiner. Des méthodes financières. Donc, et en fait, ces méthodes financières vont donner une fourchette de valeur. Okay, et cette fourchette de valeur, ben derrière, il va y avoir tout un argumentaire pour pouvoir plaider pour la fourchette haute afin que vous optimisiez votre entreprise. Et l'argumentaire, il va dépendre de ce que je vous ai dit en amont. Et ensuite, on va à un potentiel. C'est pour ça que je vous disais préalablement, attention, soyez toujours dans l'idée, même si vous voulez vendre, d'accord, ce qui va arriver un jour, de toute façon, parce que l'entreprise, on ne la garde pas tout le temps, à un moment donné, on la cède, ben, dites-vous que vous vendez un potentiel. Et ce potentiel, il est lié aux forces internes de l'entreprise et à l'environnement externe. Donc d'ailleurs, on va travailler sur des perspectives. Et pourquoi pas, le meilleur moyen de vendre aussi, c'est de faire des business plans pour montrer les perspectives de l'entreprise afin de pouvoir laisser imaginer au repreneur ben, dans quel environnement il va se retrouver avec son entreprise et tous ses choix, même si après il fera sien de sa stratégie quand il aura repris l'entreprise. Okay, mais n'oublions pas, on ne vend pas un passé. Je vois souvent des accompagnements à la session qui se font en analysant le passé. Le passé, c'est le passé. On s'en rend bien compte aujourd'hui. Hein. Toutes les personnes, tous les entrepreneurs qui ont fait des plans sur la comète avec les bilans 2018-19, ben, il y en a certains qui sont au fond du trou parce que 2020 est arrivé et le potentiel de chaque entreprise a changé en fonction de l'environnement. Okay,
Donc, quatrième point, d'accord, donc je vais le passer, voilà. Et une fois qu'on a fait ce travail, on va rechercher une cible. Alors, la cible, qu'est-ce que ça peut être? Alors, c'est vraiment un travail à faire aussi pour bien se préparer à la session, parce que le fait d'imaginer qu'est-ce que peut être la cible va permettre aussi d'avoir une stratégie d'attraction pour aller rechercher une entreprise. Ça peut être pour qu'une entreprise fasse de la croissance externe, donc on peut aller chercher un concurrent ou une personne, une entreprise qui est dans une autre zone géographique qui veut faire de la croissance externe, prendre plus de parts de marché. Donc, il faut avoir une analyse sur l'intérêt que chaque cible pourrait avoir. Donc, entreprise concurrente qui veut faire de la croissance externe, qui veut amener un savoir-faire complémentaire, par exemple, une entreprise générale du bâtiment qui veut intégrer la charpente, voilà, un chauffagiste qui veut intégrer la climatisation, ça se fait de plus en plus ensemble. Et puis, je pourrais vous citer plein d'assemblages, hein, comme un aménageur de salle de bain qui va amener une entreprise de carrelage parce que c'est compliqué d'avoir de la main-d'œuvre dans ce métier-là. Donc, premier point, ça peut être une entreprise qui veut faire la croissance externe pour diverses raisons. Deuxième point, ça peut être un individu qui cherche à reprendre une entreprise. Méfions-nous, je vous le dis, des gestionnaires qui veulent reprendre une entreprise de bâtiment. Quelqu'un qui a une carrière de cadre dans une entreprise et qui se dit, tiens, je vais prendre une boîte de bâtiment et je vais la gérer. Ça ne se passe pas souvent bien parce qu'il y a la connaissance métier quand même qui est importante. La culture bâtiment, c'est vraiment fondamental. Alors, je connais quelques réussites par des gens qui n'étaient pas dans le bâtiment, mais vraiment, c'est très rare. Il y a une préparation en amont, il y a des règles du jeu spécifiques, des relations humaines spécifiques. C'est un métier à part entière. Et donc, là aussi, il y a un apprentissage à faire pour les personnes qui ne sont pas du bâtiment, qui reprennent des boîtes dans ce secteur-là. Et donc, probablement, si vous trouvez un repreneur qui est dans ce cas-là, il faudra envisager un accompagnement pour qu'il ne fasse pas des erreurs qui conduiront à sa reprise, à sa perte. Et c'est dommage au niveau humain parce que derrière, c'est des emplois et des gens souvent auxquels on tient. Souvent, moi, je vois des entreprises de bâtiment qui se cèdent. Le lien avec les salariés est très souvent très proche. Voilà, il y a un lien humain qu'on ne voit pas toujours dans les autres entreprises. Donc, c'est aussi une spécificité. Autre cible, ben, les plus proches de l'externe, hein, on va voir ses salariés. Donc, moi, j'accompagne en ce moment un salarié qui accompagne j'accompagne un salarié qui va reprendre la boîte de son dirigeant. C'est le dirigeant qui va demander d'accompagner son salarié avec du coaching, avec tout ce qui peut faire que la reprise se passera dans la bonne, d'une manière très efficace, en fait. Donc, derrière, ça peut être possible. Donc, parfois, on va chercher loin et on a des personnes qui peuvent reprendre de l'intérieur. Et il y a des montages et surtout une préparation en amont, à la fois financière, à la fois sur l'organisation de l'entreprise, à la fois psychologique, parce qu'il va falloir que les ex-collègues qui vont devenir des salariés du futur dirigeant qui est un collègue aujourd'hui se mettent dans la peau en fait, de devenir des collaborateurs et non plus des collègues, et que le dirigeant lui-même ne soit plus dans la peau de collègue. Donc derrière, il y a un travail sur la posture, un travail sur l'organisation et les finances. Et enfin, il y a la famille. Donc ça, il y a un travail à faire aussi, à chaque fois spécifique. J'ai organisé des sessions familiales et vraiment, ça ne se fait pas en 5 secondes parce qu'à un moment donné, c'est souvent le père hein, dans le bâtiment qui doit savoir partir et le fils ou la fille, il y a de plus en plus de femmes qu'on voit comme dirigeants du bâtiment, ben, fassent sa place et puis progressivement se mettre en posture de reprendre. Donc, la cible, c'est un véritable travail aussi et si on l'occulte, ça va altérer la manière dont va se céder l'entreprise. Cinquième point, donc si vous avez des questions, on y répondra après. Donc, faire en sorte que l'entreprise soit finançable. Ben oui, pourquoi? Tout simplement parce que dans 95% des cas, d'accord, ben, une entreprise va être cédée par un financement du repreneur qui va devoir amener un apport, alors quel qu'il soit. Alors, si c'est une entreprise qui va reprendre et qui a d'excellents fondamentaux et qui a du cash, elle pourra se dire pourquoi pas, allez, je rachète, je prends des participations, j'achète la majorité ou 100% des actions au départ
Et puis, pourquoi pas. Mais sinon, dans la plupart des cas, quand même, on va faire une LBO. Et puis, on fait une LBO, c'est-à-dire on va créer une société holding qui va racheter les actions ou les parts de la société cible, donc celle que vous céderez. Et derrière, il faut absolument qu'elle soit finançable. Pour qu'elle soit finançable, il faut qu'il y ait suffisamment de résultats et voire de la trésorerie. Donc, le travail à faire en amont, si on s'y prend allez, 2 ans, 3 ans avant, et franchement, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps de gagner et une capacité à valoriser l'entreprise et d'avoir plus de cash lors de la vente, eh bien, on va voir comment faire ce toilettage de bilan pour mettre en valeur, à la fois par des actions concrètes dans l'entreprise et par une manière de présenter les bilans qui est en toute légalité, je vous rassure, qu'il va falloir que l'entreprise doit être attractive, que les banques qui vont vouloir financer la reprise et derrière garantir la pérennité de l'entreprise si les fondamentaux sont conservés après la reprise. Donc ça, ayant en sorte qu'une entreprise qui se cède, il faut qu'elle soit finançable, sinon, ben, ça veut dire que la valeur est assez faible en fait. D'accord? Donc, point très important. 6e point, je vais un petit peu vite, mais je préférerais répondre aux questions parce que vous avez des questions précises, hein, tous. Ensuite, ben, un des axes souvent et qui va rassurer le repreneur, c'est d'accompagner la post-cession. Dites-vous que de plus en plus, les repreneurs ben, veulent qu'il y ait une transition. Donc, êtes-vous prêt à accompagner la post-cession? Alors, ça peut être super parce que c'est un moyen pour vous de céder par étapes, par palier, de ne pas avoir une rupture par rapport à votre activité professionnelle. C'est sympa aussi parce que derrière, vous pouvez négocier une rémunération, d'accord? Certains se salarient pendant 6 mois, 1 an. Alors, chaque cas est un cas particulier. Ben, voilà, là, j'accompagne une boîte où derrière, dans la négociation, ben, le cédant voulait être salarié pendant 1 an, d'accord? Ben, ça tombe bien parce que le repreneur voulait avoir le cédant avec lui pendant 1 an. Et derrière, ça va pouvoir permettre de réactiver les droits au chômage en attendant la retraite. Et donc, c'est de sacrées opportunités. Donc, derrière, en fait, il faut se dire que quand vous choisissez un repreneur, c'est un repreneur avec qui vous allez probablement collaborer pendant quelques temps. Si bien que de vendre une affaire qui soit vraiment nette et qui n'ait pas de surprise, de mauvaise surprise, là aussi, il faut travailler sur ça. Pour le repreneur, eh ben, c'est top parce que ben, la réussite du repreneur est aussi votre réussite. Et c'est vrai que les histoires qui finissent mal dans ce contexte, c'est quand le repreneur se plante, alors parfois vous y êtes pour rien, et qu'ils doivent licencier des personnes que vous avez appréciées et avec qui vous avez vécu. Et c'est vrai que par expérience, les cédants qui voient ça se disent « Ah ben putain, c'est quand même couillon parce qu'il a repris la boîte, il a fait n'importe quoi ». Donc, voilà. Mais quand on accompagne le repreneur aussi, il faut savoir rester à sa place et pas montrer qu'on est encore le chef, qu'on est le boss. Donc, vraiment, une posture à avoir. Ensuite, 7e point. 7e point, comme ça, on aura fait des présentations d'une vingtaine de minutes et puis on pourra vraiment se concentrer sur les questions. Se faire accompagner. Alors, se faire accompagner, pourquoi? La cession de transmission d'entreprise, c'est une science et un savoir-être qui est assez particulier parce que on doit avoir une certaine confidentialité. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que le jour où on se dit « je veux céder », d'accord, on va en parler à ses conseils, on va trouver des personnes capables d'aller sur l'analyse de votre entreprise et comprendre les enjeux pour vous, d'accord, et les enjeux, ils sont aussi dans la post-cession de l'entreprise. Certains ont des projets, donc il leur faut du cash pour aller sur des projets. Certains partent à la retraite et ils veulent tout vendre pour aller vivre à la mer où ça leur plaît, etc. Et d'autres veulent aller sur leur passion, etc. Donc derrière, il est important de savoir ce que vous allez pouvoir récupérer. Ensuite, il est important de préparer la fiscalité. D'accord? Donc, peut-être faire appel à un gestionnaire de patrimoine qui va aller, ou en tout cas un spécialiste en fiscalité qui va vous dire les meilleures conditions. Bon, mon équipe et moi-même, on pourra vous donner des conseils, mais après, il
faut aller vraiment voir un spécialiste pour pouvoir vous guider sur l'optimisation fiscale. Après, il y a l'optimisation stratégique de l'entreprise, avec qui nous, en l'occurrence, on peut travailler sur quel est le moyen de booster l'entreprise. Donc, booster l'entreprise, c'est revoir ses prix. En général, quand je travaille avec une entreprise, on arrive toujours à monter les prix, d'accord, même, et puis, sans que l'activité soit affectée, on travaille sur les marges, on travaille sur la relation client, on va travailler sur le management, etc. Voire parfois, c'est un peu nouveau, on fait des tutos, d'accord, pour bien transcrire le savoir-faire de l'entreprise et tout l'immatériel. Et quand quelqu'un vient pour racheter votre entreprise, il a le mode d'emploi de votre boîte, d'accord? Et ça, c'est top. Alors, c'est tout nouveau, c'est innovant. Et derrière, quand un repreneur vient, vous savez, et que vous n'êtes plus là, il se dit, ben merde, comment ça marche, etc. Donc, expliquer comment on communique avec les collaborateurs, tout ce qui est informel, mais qui font fonctionner la boîte, les relations entre les gens. Par exemple, j'accompagne une boîte qui est au Pays Basque, et eux, ils ont des habitudes. Après le travail, ils partagent un moment ensemble, etc. Ils se retrouvent à faire un petit apéro sympa, en tout cas à débriefer. Et puis, ça fait qu'il y a une cohésion d'équipe qui est incroyable dans cette entreprise. Les gens, ils sont en fait comme, je suis de Toulouse, hein, donc je vais parler de rugby, comme dans une équipe de rugby où ils ont envie de bosser ensemble, ils se soutiennent, etc. Et les liens qu'il y a dans l'équipe font aussi la force de l'entreprise et l'efficacité. Et si ça, on n'en parle pas, en fait, ça ne se voit pas dans les bilans. Donc, ce que je vous dis, c'est vraiment valoriser les relations humaines qu'il y a dans votre entreprise, à condition, bien sûr, qu'elles soient bonnes. Voilà. Et donc, transcrire par des tutos, par un mode d'emploi, ce qu'on appelle le knowledge management aussi, etc. Donc, voilà, ça, c'est important. Donc, dans la préparation, ce sont des aspects à voir. Et ensuite, expliquer pourquoi la valorisation, elle est à tel niveau. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de faire une valorisation quasiment quelque temps avant la session, 2-3 ans, de se dire, tiens, j'ai envie de vendre en 2024, et voilà, quel est le chemin? Et en 2024, comment je veux vivre? Quels sont mes projets? Et de préparer l'entreprise pour qu'elle arrive à la valeur qu'on souhaite. Alors, parfois, attention, ce ne sera pas possible, parce que je vois parfois des souhaits farfelus, mais tout en restant dans ce qui est raisonnable, voilà. Bon, il y a une boîte que j'ai évaluée en 2016 à 800 000 euros. En 2019, elle valait 1,5 million parce qu'on a mis des ingrédients pour. Parfois, ça va plus vite. J'ai une boîte qui était évaluée à 1 million par un professionnel, sauf que tout ce qui ne se voyait pas, alors ce n'était pas du bâtiment, mais c'est pour vous expliquer, en fait, en faisant un travail sur l'entreprise, on a pu voir tout ce qui ne se voyait pas et le valoriser. On est passé à 4 millions d'euros. Alors, ça sera difficile dans le bâtiment de travailler sur de tels écarts, mais on peut travailler sur des écarts où, en travaillant sur ces domaines-là, on peut valoriser immédiatement 200, 150 000 euros, en tout cas de plus, et après avec un plan d'action pour valoriser plus. Donc, se faire accompagner dans la transaction aussi, parce que c'est spécifique. Il y a une manière d'amener le repreneur à avoir envie, une manière à communiquer, une manière à convaincre. Voilà, donc l'accompagnement, il est aussi psychologique, hein, donc il est stratégique, financier, il est sur la transaction, il est sur la préparation de l'après, il est sur l'aspect patrimonial et il est aussi sur l'aspect gestion de l'après. Et donc, parfois, je conseille de voir également aussi de vrais professionnels et que les professionnels soient capables de partager des missions entre eux, experts comptables, gestion de patrimoine, des juristes, des gens comme nous, etc., de manière à travailler en équipe. Voilà, donc si je fais une synthèse, donc bien prendre le temps de la préparation, valoriser votre écosystème et pas uniquement les chiffres, d'accord? On va à un écosystème. L'écosystème, c'est tout ce que vous avez bâti et que j'ai cité précédemment et préparer l'après. C'est fondamental et on arrive ainsi à de belles réussites en termes de session. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et maintenant, je réponds à vos questions.
Merci beaucoup Gérard, c'était extrêmement clair et pertinent. Il y a, bon, je rebondirai sur l'explication, mais c'est vrai que merci pour le petit clin d'œil à Hello Travaux. Il y a malheureusement pas mal de professionnels qui nous contactent un peu trop tard. Au moment de la cession de leur entreprise, ils vont dire ah, il faut que je construise ma réputation. Ouais, malheureusement, c'est un projet de longue haleine. Donc, c'est pour ça que c'est important de l'anticiper et ça vous servira quoi qu'il arrive dans le futur. Je vais passer aux questions, Gérard, en commençant par Francis. Mhm. Alors, je vais afficher la question en direct sur l'écran. Tout le monde doit y avoir accès. C'est Mhm. donc un accompagnement de longue durée, non un simple calcul comptable, qu'il faut envisager pour faire une vente réussie. Point d'interrogation. Eh bien, Francis, dans votre question, il y a quelque part la réponse. C'est-à-dire que, en fait, j'insiste, les chiffres brutaux, d'accord, ne reflètent pas votre potentiel. D'accord? Le calcul comptable, si on prend juste les bilans, il va être faussé par tout un tas d'aspects qu'on ne va pas mettre en valeur. Donc, bien sûr, on va utiliser les chiffres, mais les chiffres, on va les faire parler. Et ça, c'est vraiment important. Et on va les faire parler parce que on va aller au fond de l'entreprise. Il y a une préparation avec le dirigeant où on va passer des heures à comprendre le modèle de fonctionnement et c'est ce modèle qu'on va vendre. Et dans le modèle, il y a votre ADN, il y a l'esprit, le savoir-faire, l'équipe, etc. Et si on ne fait pas ce travail-là, un repreneur qui sera bien accompagné, il va poser des questions. Donc, l'idée, c'est de vendre une entreprise clé en main. Ensuite, il y a les leviers qu'il faut aller voir. Bon, donc, alors, moi, évidemment, le côté comptable, il est effectivement utile, mais ce n'est pas de la comptabilité, en fait. On est dans l'ingénierie financière. D'accord? C'est un travail d'ingénierie financière, ce n'est pas un travail de comptabilité et d'addition et de soustraction de postes. C'est en fait voir les trajectoires, voir ce qu'il y a dans ce qui ne se voit pas, et ensuite vers où on veut aller. Voilà, donc ça c'est important. Et donc derrière, vous le voyez vous-même sûrement, quand on pilote une boîte, on pilote en regardant ce qui se passe dehors, aujourd'hui, bien sûr avec un œil dedans, mais on voit bien qu'il faut analyser les opportunités, etc. Donc, c'est donc un travail de longue durée, effectivement, de manière à pouvoir être au top. Voilà. Donc, voilà pour cette réponse, Francis. Francis avait une seconde question, enfin une Ouais. première question d'ailleurs qu'il a d'abord posée, Mhm. hyper pertinente. Sur combien de temps faut-il prévoir avant la mise en vente de l'entreprise pour bien préparer le dossier? Ben, moi, je dis que l'idéal, c'est 3 ans. D'accord? Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Alors, c'est quelqu'un qui aurait pu témoigner aujourd'hui, il n'était pas disponible, hein. C'est une entreprise de bâtiment que j'accompagne toujours depuis 2003. Ce sont mes premiers clients. Et au départ, c'est une entreprise familiale qui était un peu en difficulté, pour différentes raisons d'ailleurs. Et les dirigeants qui étaient presque au bord enfin, qui n'étaient pas très en forme parce qu'il y avait des erreurs de leur accompagner en gestion, etc. Ils m'ont dit, ils avaient 50 à l'époque, et ils m'ont dit, moi, notre objectif ultime, c'est de céder 3 entreprises avec 3 enfants. D'accord? Et à l'époque, les enfants avaient 20 ans, entre 20 ans et 25 ans. Aujourd'hui, ils en ont, ils ont un temps de plus quasiment. Et 15 ans après, ils ont vendu 3 entreprises à leurs 3 enfants. Et donc, eux, ils sont préparés très en amont. Donc, on formait les enfants dans l'accompagnement, progressivement, ils sont mis dans la tête de dirigeants. Bon, ça, c'est des cas spécifiques. Mais quand on est dans de l'entreprise à cession familiale, on peut s'y prendre à l'avance et plus de 3 ans, ça peut être nécessaire. Pourquoi pas? Sinon, en général, l'idéal, c'est 3 ans parce qu'on a le temps de vraiment poser les choses, de faire un premier diagnostic, de visualiser ce qu'on souhaite et de tendre vers ce qu'on souhaite avec un travail quotidien sur l'entreprise pour la mener là où on souhaite la mener et faire en sorte que la vente et la valeur soient quasiment indiscutables, voire vendre un produit irrésistible par la qualité de ce qu'on va faire. Donc, l'idéal, 3 ans. Tout ce qui est fait en urgence ne sera pas bien fait. On est bien d'accord avec ça. Vous, si on vous demande de faire des travaux en urgence, vraiment en urgence, et si vous avez la pression du client, d'ailleurs, ou vous ne le ferez pas parce que ça sera, vous considérez que ce n'est pas possible, ou alors vous allez peut-être monter le prix et dire on le fait, mais
c'est pas le top. Donc, en matière de cession d'entreprise, voilà, entre 3 et 2 ans, on est bien. L'idéal, c'est 3 ans. Après, il n'est jamais trop tard de toute façon. Donc, même si on veut vendre dans 6 mois, on peut bien sûr analyser la situation. On aura moins de travail à faire sur les leviers. On va arriver sur l'analyse de l'entreprise, sur la valo, et ensuite voir la stratégie de valorisation, de cession, qu'on va mettre en place. Ensuite, on a une question intéressante aussi de la part d'Elisabeth sur comment bien anticiper la transmission des savoir-faire lorsque plusieurs salariés ont plus de 50 ans. Effectivement, j'imagine que c'est quelque chose qui peut être un frein pour les repreneurs. Oui. Alors, c'est une question, évidemment, qui a toute son importance parce que quand on rachète une entreprise, on rachète un savoir-faire. Donc, le repreneur, ça va être ses premières questions. Ou s'il est bien accompagné, l'accompagnant du repreneur. Moi, quand j'accompagne un repreneur, avant de voir les chiffres, je veux voir la pérennité des savoir-faire, du marché, la satisfaction des clients, etc. Et après, on regarde les chiffres, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs méthodes et qu'on peut combiner. Bon, déjà, se mettre en quête de recherche de ressources vives. Alors, tout dépend s'il est plus de 50 ans ont 50 ans ou s'ils sont vers les 60. D'accord? S'ils sont vers les 60, bien entendu, on va imaginer que ce sont des gens qui vont partir de l'entreprise très prochainement. Si ils ont 50, 51 ans, effectivement, là, on peut imaginer aussi que ces salariés-là vont rester dans l'entreprise, sauf surprise ou cas spécifique. Donc, derrière, c'est pendant combien de temps les gens que j'ai qui ont plus de 50 ans vont rester. Premier point. Deuxième point, moi, ce que je vais m'attacher à faire, c'est des choses qu'on développe, c'est de travailler sur la transmission de savoir-faire et protéger votre savoir-faire. Parce que votre entreprise, si les savoir-faire partent, il ne reste plus rien. Et ça, les chiffres, ils ne le disent pas quand on va le dire. Donc, si les savoir-faire partent, il ne reste plus rien. Donc, derrière, c'est protégé par des tutos et surtout préparer une stratégie de recrutement, d'accord, pour pouvoir remplacer ces personnes-là. Donc, il faut pouvoir répondre à ces questions-là quand on va à l'entrepreneur. Et après, pardon, juste, Robert, il y a des dispositifs avec les budgets formation, avec des subventions en fonction des régions, où on peut intégrer des postes clés qui sont en partie financés. Donc ça, il faut être en veille. Voilà. Nous, on pourra vous informer si vous le souhaitez. Alors, merci à Hervé pour la question suivante. Un salarié pourrait reprendre mais ne dispose pas d'apport. Qu'est-ce qu'on peut envisager? Alors, là, il y a plusieurs aspects. Là aussi, c'est une bonne question parce que, évidemment, pour moi, une des meilleures reprises, c'est quand un salarié peut reprendre. Parce qu'un salarié dont on a confiance, qu'on a formé, qui est bien intégré dans l'entreprise, où l'entreprise lui plaît, et où il va transmettre l'ADN de l'entreprise, alors la solution du salarié, c'est un bon choix. Maintenant, effectivement, ça va dépendre du montant. Si je suis sur un montant relativement faible, 100 000, enfin relativement faible, toutes choses restant égales par ailleurs, mais à 100, 150 000 euros, ou inférieur, on va pouvoir trouver des montages, mais c'est là où la préparation est importante, c'est-à-dire qu'il faut être en mesure de pouvoir préparer aussi cette montée en puissance du salarié. Si on est sur des montants beaucoup plus importants, il va falloir travailler un peu comme le fait le dirigeant que j'accompagne avec son salarié qui peut reprendre. C'est un travail sur 5 ans, d'accord, avec des plans d'épargne pour pouvoir créer un apport. On peut faire une moitié en crédit vendeur sur les parts. On peut prendre des parties, vendre progressivement l'entreprise sur le temps, c'est-à-dire vendre 20% à un moment donné, puis encore 20%, etc. Et à un moment donné, le salarié va se payer avec la rentabilité de l'entreprise. Il remontera des dividendes à partir desquels il pourra financer la reprise de l'entreprise. Là, c'est vraiment du cas par cas, d'accord, vendre partiellement l'entreprise progressivement avec un plan de reprise, avec des valorisations qui peuvent varier en fonction du temps. Donc, il y a vraiment un travail précis à faire. Il y a un calendrier à mener.
pour faire du sur-mesure. Ou alors, si l'entreprise a beaucoup de trésorerie aussi, ben, s'appuyer sur la trésorerie de l'entreprise et pour compléter un financement qu'on va faire à la banque. Voilà. Autre point, il peut y avoir dans certains cas des subventions à la reprise ou des prêts d'honneur qu'on peut solliciter pour aider à la reprise d'entreprise. Donc, il y a de multiples façons de pouvoir favoriser la reprise d'entreprise dans le cadre salarial. Ok. Alors là, on a, c'est presque une étude de cas hein, qui nous est proposée par Jérémy. Je rachète l'entreprise de peinture que mes parents ont achetée il y a 7 ans. Il y a 3 ans, ils ont perdu un client qui représente 80% du chiffre d'affaires via un contrat d'entretien de 9 ans. Aujourd'hui, nous faisons 780 000 € de chiffre d'affaires et nous n'avons plus de clients uniques. La marge est par contre plus importante. Pensez-vous que cela fait augmenter ou diminuer la valeur de l'entreprise? Vous avez 4 heures. Alors, c'est une belle étude de cas, Jérémy. En fait, ce qui fait varier la valeur de l'entreprise, il y a 7 points. Il y a évidemment tout le travail sur ce qui ne se voit pas. D'accord? J'insiste là-dessus parce que souvent les gens ne l'intègrent pas et c'est important. Ensuite, on va voir la valeur patrimoniale de l'entreprise. La valeur patrimoniale de l'entreprise, c'est qu'est-ce que possède l'entreprise net des prêts en cours et de ce que l'entreprise doit, d'accord, en revalorisant ou pas les actifs qu'elle possède. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais quel est le patrimoine de l'entreprise? Premier point. Deuxième point, l'entreprise est-elle rentable et pendant combien de temps on peut espérer avoir la même rentabilité? Donc, s'il y a plus de marge, on peut imaginer, je n'ai pas vu les chiffres, que l'entreprise est plus rentable. Et si elle est plus rentable, forcément, on va avoir un coefficient multiplicateur qui va permettre d'amener une valorisation par la rentabilité beaucoup plus élevée. Okay? Ça veut dire aussi que le repreneur aura plus intérêt à racheter l'entreprise qu'à placer son argent à la banque, ce qu'on appelle la valeur par le goodwill, si je simplifie. Donc, ça va amener une survalorisation. Et puis, si l'entreprise est plus rentable, en principe, elle doit augmenter son patrimoine, avoir plus de trésorerie et dégager plus de cash. Donc, la valorisation par les flux financiers va être améliorée. Bref, elle aura aussi une capacité de remboursement de prêts plus importante. Et donc, tout cela va concourir à améliorer la valorisation de l'entreprise. Maintenant, il faudrait que j'analyse les bilans en détail, mais en principe, d'après ce que vous dites, oui, ça devrait augmenter la valorisation de l'entreprise. Donc, Gérard, toute chose égale par ailleurs, mieux vaut avoir un gros client qui représente la plupart du chiffre d'affaires ou beaucoup de petits clients? Ben, la division du risque est un principe fort dans le pilotage de son entreprise. Et justement, si vous avez un gros client qui représente une grosse partie du chiffre d'affaires, c'est un risque. Vous regardez dans le secteur de l'aéronautique, toutes celles qui dépendent d'Airbus, dès qu'Airbus va mal, ben, les boîtes font faillite. Donc, derrière, c'est exactement pareil. En fait, dès qu'un client représente 20 à 25% de votre chiffre d'affaires, vous devez vous interroger sur sa solvabilité, est-ce qu'il est capable de vous payer à un moment donné, sur la pérennité de la relation, d'accord? Parce que s'il part du jour au lendemain, ben, qu'est-ce qui se passe? Et derrière, il faut aller chercher 20%, 25% du chiffre. Donc, évidemment, plus on a de clients, ben, mieux c'est. Donc, et effectivement, avoir un gros client qui pèse, on peut mettre un coefficient de dévalorisation sur le chiffre d'affaires et en tout cas, on va avoir plus de risques. Surtout quand on est dans des métiers où le relationnel est important, le fait de changer de dirigeant peut engendrer une perte de clientèle. Donc, pour répondre à ta question, Robin, effectivement, il faut avoir plus de clients. Merci Gérard. Alors merci à Patrick pour la question suivante. Pour une reprise d'une EURL, qui est un impôt sur le revenu par les enfants du gérant, quelle structure peut être envisagée? Alors, si je comprends bien, c'est un futur cédant qui est en EURL à l'impôt sur le revenu, d'accord? Et donc, il souhaite céder l'entreprise à ses enfants.
Alors, il faudrait voir le montant. Peut-être que les enfants peuvent créer une holding qui va reprendre la boîte et faire une transformation en… alors déjà, l'URL, s'il y a plusieurs associés, elle va se transformer en SARL. Après, moi, le URL à l'impôt sur le revenu, pour moi, c'est vraiment exceptionnel parce que le bénéfice de l'entreprise, c'est le revenu de l'associé. Et si on a des hausses de bénéfices, ça fait des hausses d'imposition, ça fait des hausses de charges sociales. Donc, pour moi, dans 90% ou 95% des cas, je passe à l'impôt sur les sociétés. Je laisse le URL s'il n'y a qu'un seul associé en SARL. Et après, en fonction de cas spécifiques, voir si on se met en SAS ou pas. Par contre, la cession de l'URL, pour les repreneurs, il y aura des droits qui seront plus élevés que si on transforme la société en SASU ou en SAS, parce que les droits de mutation sont plafonnés fortement quand on est en société par action simplifiée. Alors, il nous reste 5 minutes, donc malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Je vous ai donc remis dans le chat les informations pour contacter Gérard en direct pour les questions plus précises. Alors, on a Francis qui nous demande comment préparer la restructuration de l'entreprise pour que le responsable soit moins prépondérant. Ah oui, ça c'est quelque chose d'assez incontournable, notamment dans le bâtiment et dans d'autres business aussi. Et que l'acheteur se sente plus à l'aise pour reprendre et qu'il n'aura pas forcément tous les savoirs nécessaires pour prendre sa place immédiatement. Ok. Donc, alors il y a plusieurs choses. C'est vrai que je disais, je crois que c'est la première chose dans la préparation. Il est important quand on est dirigeant d'une entreprise où sa personnalité, comme c'est très souvent le cas, est impactante sur l'écosystème de l'entreprise. D'accord ? L'écosystème, il est en interne et il est en externe avec les partenaires, fournisseurs, clients, prescripteurs, architectes, enfin bref, tout le relationnel qu'on peut avoir et qui fait que l'entreprise est plus marketée par le nom du dirigeant que par le nom qu'elle a, sauf si, et encore plus si le nom qu'elle a, c'est le nom du dirigeant. Donc, peut-être, à un moment donné, penser à changer le nom. D'accord ? Ça, c'est un point. Ensuite, il y a un travail à faire sur l'entreprise. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un espèce de bras droit qu'on peut trouver, qui est capable de monter en compétence et qui puisse éventuellement vous remplacer sur une partie de l'activité, en tout cas sur la partie technique, la partie gestion ou autre. Après, pourquoi pas, ça c'est quelque chose de nouveau chez nous et c'est tout neuf, c'est fabriquer des tutos pour que la personne elle reprenne la boîte et elle a le mode d'emploi de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose de génial parce que derrière, ben, effectivement, on apprend à reprendre l'entreprise. Et puis, derrière, proposer un accompagnement à la reprise. Et donc, derrière, pour ne pas faire peur à un futur repreneur, s'engager à présenter le relationnel, s'engager à transmettre l'ADN de la société, etc. Donc, voilà, il y a tout un tas d'actions à mettre en place. Former l'équipe qu'on a en place aussi. Donc, il va s'agir de verrouiller les savoir-faire, verrouiller l'image qu'on a, verrouiller le côté financier et le préparer en amont. Et l'idéal, ce serait presque de faire venir un repreneur dans l'entreprise 6 mois avant, en ayant bien cadré les choses, pour qu'il s'intègre dans l'entreprise. Et ensuite, ben, il y a un moment où on lâche les parts, voilà, ou les actions. Voilà. Là, il y a plusieurs stratégies. En peu de temps, c'est compliqué d'y répondre, mais je vous ai donné des pistes qu'on peut explorer ensemble si vous le souhaitez. En tout cas, que vous pouvez explorer. Il y a beaucoup de leviers possibles pour préparer sa session. Allez, il y a une dernière question de la part d'Hervé. Je suis désolé Nadine, on n'aura pas le temps de répondre à votre question en direct. Il y a Hervé qui attend depuis tout à l'heure sur quand on a la possibilité d'externaliser certains savoir-faire que l'on a du mal à pérenniser du fait de manque de compétences sur le marché du travail, atelier de fabrication par exemple, ne vaut-il pas mieux lâcher l'atelier et valoriser uniquement le fonds de commerce ? Alors, il faudrait que je vois les bilans pour le coup. Et si vous lâchez l'atelier, c'est-à-dire que vous vendez les murs, vous
vous lâchez l'atelier et vous déléguez, vous vendez l'atelier. Maintenant, l'atelier fait partie du fonds de commerce. Alors, dans le fonds de commerce, vous allez retrouver la clientèle, le savoir-faire, l'outil de travail, etc. Donc, et tous les contrats associés. Donc là, c'est vraiment, ça fait partie des études qu'on fait quand on analyse la stratégie de cession. Donc, s'il y a un savoir-faire vraiment fort à l'atelier, vendre le côté savoir-faire particulier à une entreprise qui pourrait l'acquérir pour augmenter ses parts de marché. Et donc, aller sur le fonds de commerce, sur le côté clientèle, etc. et faire fabriquer, faire de la pose, par exemple, à des repreneurs qui iraient sur la pose. Ça peut être une stratégie à analyser. On n'a pas trop parlé de la différence entre fonds de commerce, d'ailleurs, vendre un fonds de commerce et vendre des parts sociales ou des actions. Je me suis plus concentré sur la vente d'actions ou de parts sociales parce qu'en général, on optimise mieux la cession. Ouais, là, il y a, ça peut se faire dans certains cas, notamment si vous avez des gens sous le coude qui sont prêts à acheter votre atelier. Et après, le risque. Alors, pourquoi ne pas vendre l'atelier de fabrication avec quelqu'un qui a la compétence et qui reprenne tout finalement? Moi, je dirais, il faut faire ça en fait, tout simplement. Il faut trouver l'oiseau rare et aller le chercher. Bon, je suis désolé pour ceux à qui on ne pourra pas répondre aux questions. Il est 12h01, donc on arrive à la fin de cette session. Patrice, je vous ai mis juste au-dessus dans le chat, là je vois le message de Patrice, je vous ai mis les coordonnées de Gérard avec numéro de téléphone, LinkedIn, adresse mail. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact pour Patrice et pour tous les autres qui souhaitent avoir y voir un peu plus clair. J'espère que vous avez tous apprécié cette présentation aujourd'hui, autant que j'ai pu apprécier mes échanges en amont avec Gérard et cette présentation. Voilà, libre à vous de rentrer directement en contact avec Gérard pour toutes questions qui sont liées à ce sujet. Et libre à vous également de rentrer en contact avec nous chez Hello Travaux pour les sujets qui concernent plutôt votre accompagnement digital. Alors, merci à vous pour votre écoute. Juste, je vois la question de Nadine. C'est un sujet très particulier. Si vous voulez, Nadine, on peut échanger. Vous avez mes coordonnées. C'est vrai qu'une grande partie des dirigeants de bâtiments sont en couple et il y a des spécificités à aborder. Donc, si vous voulez, je suis à votre dispo. Voilà. Et merci à vous tous. Merci tout le monde. Vous allez tous recevoir le replay. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Au revoir. Au revoir.